Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. J'ai choisi une photo qui était une de mes premières photos, au final, que j'ai faite en 1989 à Moscou. Et c'est une photo en noir et blanc qui représente trois enfants préadolescents qui passent leur temps sur un étang, enfin près d'un étang qui s'appelle Ismaïlovo, qui est en plein Moscou. Et c'était un moment où j'ai mal dormi. Je me souviens que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là dans cette ville? Et je me suis dit, je vais aller dans un endroit calme, donc dans les bois. Et à Ismaïlovo, qui est un très très grand parc, je me suis promenée là à un moment donné. Et puis je suis tombée sur voilà, ces jeunes gens, c'est vraiment ces ados. Je regarde cette photo, ils avont peut-être, je sais pas moi, 15 ans. Enfin, c'est vraiment des préadolescents, des enfants encore. Et il y avait deux garçons, une fille et un petit enfant. Et donc, je pense que c'était un couple avec leur petit enfant et puis un copain. C'était comme j'imagine des jeunes gens qui n'avaient pas où aller dormir et qui dormaient dans les bois et qui faisaient un petit feu de bois d'ailleurs. Et c'était à la fin de l'Union soviétique. Donc, il y avait ce côté, tout est en perdition, ces enfants n'ont plus où aller. Ça m'a énormément touchée de les voir et ils passaient le temps là, le long de l'étang et un petit peu triste avec ce bébé. Et je n'ai rien su d'eux, je ne leur ai rien demandé, c'est juste les ai regardés, photographiés. Et puis beaucoup d'années après, les regarder, c'est un peu c'est presque une histoire humaine aussi de voir un peu l'histoire de la solitude du ensemble et un peu quelque chose de triste aussi. Je suis Claudine Doury, photographe. Et avant de devenir photographe, j'ai eu un parcours d'iconographe ou ce que je dis, moi, de picture editor, qui est le mot anglais, choisisseur de photos. Pendant quelques années, avant de devenir photographe, j'ai choisi les photos des autres et j'ai commencé à travailler dans une agence photo qui s'appelle l'agence Gamma, qui est une agence de presse à Paris. Voilà, je suis restée dans cette agence peut-être 1 an et demi et j'ai rencontré des gens incroyables, notamment Depardon, Salgado, Abbas, des gens comme ça. Et c'était ma première découverte vraiment avec les professionnels de la photo. Et donc c'était un moment incroyable parce que je me souviens par exemple que Salgado faisait des reportages à l'époque, c'était pas le Salgado de maintenant, donc il allait faire des petits reportages pour la presse et je lui demandais si je pouvais l'accompagner. Je voyais Raymond Depardon classer ses négatifs, il allait partir pour l'agence Magnum. Et vraiment, c'était une école importante pour moi, où je me suis permis d'ailleurs de prendre leur planche contact et de choisir les photos sans leur demander. Ce qui, après coup, je me disais, mais franchement, certains auraient pu ne pas apprécier. Et au contraire, ils ont aimé. Et c'est comme ça que j'ai pu rester travailler à l'agence Gamma. Très vite ensuite, je suis partie à New York, à l'agence Contact Presse Image, chez Robert Pledge. Et là, c'était une autre expérience dans aussi une agence de presse où j'ai rencontré des gens comme Annie Leibovitz, Douglas Kirkland, David Burnett. Voilà. Donc c'était une expérience aussi pour moi qui ne parlait pas anglais quand j'y suis allée, qui était une expérience assez forte. Et je suis restée 3 ans à New York et puis je suis rentrée à Paris et là je suis rentrée au journal Libération avec Christian Cojol, qui était directeur du service photo, où je suis restée 6 ans. Expérience extraordinaire aussi, avec quelqu'un comme Christian Cojol qui ne faisait pas que donner des photos avec son équipe aux journalistes, mais qui luttait âprement aussi pour avoir une vraie place de journalistique et de choisir vraiment, la place de la photographie était très très importante dans ce journal, donc c'était une belle expérience, on a fait beaucoup de choses intéressantes. Et puis moi depuis longtemps j'avais envie d'être photographe. Et alors, à Libération, on ne pouvait pas être photographe et picture editor, ce qui était finalement bien, on séparait les choses. Et le jour où j'ai quitté Libération, finalement, ma première commande, ça a été pour ce journal.
Toujours à New York, par exemple, on travaillait beaucoup à New York. Quand on travaille aux États-Unis, on a très peu de vacances. Mais je prenais ma bicyclette, j'allais à Coney Island, au bord de la mer, tous les week-ends, et je faisais des photos. Oui, j'ai fait beaucoup de photos à New York que je n'ai jamais publiées, mais c'était mes photos personnelles. Et puis, par exemple, comme ça, en premier souvenir, je pense quand je travaillais à Libération, j'allais dans des pays qui moi m'intéressaient, comme la Birmanie, le Yémen. Je pensais à des journalistes qui partaient au fin fond du monde et qui avaient qu'une envie pendant leurs vacances, c'était à Palavas-les-Flots. Et moi, c'était l'inverse. J'étais à Paris, je ne rêvais que de pays difficilement accessibles. Voilà. Donc voilà, je faisais mes photos à moi, mes petits carnets, déjà des petits carnets quand je rentrais, alors que je n'étais pas photographe encore à ce moment-là. C'est difficile de devenir photographe indépendant comme ça du jour au lendemain. Je me souviens, je me suis dit, bon, ça y est, tu es photographe, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que d'un coup, on a plus d'horaire, on n'a plus de repères, et c'est pas facile ça. Mais moi qui travaille avec beaucoup de jeunes photographes, je me dis, mais finalement, j'ai été aidée, je me rendais pas compte à l'époque, par le fait que je connaissais finalement des gens à Libération. Et première commande, c'était le journal qui me les a donnés. Je me souviens, c'était des grèves des infirmières. Il y avait des grèves presque tous les jours, ce qui était formidable pour un pigiste comme moi, comme une pigiste. Et donc, tous les jours, ou presque, j'allais sur le pavé parisien et j'avais ces commandes. Donc, c'est vrai que j'avais déjà des personnes qui me connaissaient et qui me faisaient confiance. Voilà, c'était mes premiers débuts de photographe officiel. J'ai 3 souvenirs. Le premier, si vraiment je remonte au premier souvenir, c'est tout petit enfant chez ma grand-mère à regarder les albums de famille dans un coin de sa chambre, seul dans un coin, voilà, secrètement. J'ai pas d'autres souvenirs que ça sur les premiers rapports à la photographie, mais je crois que plus le temps passe et plus ça me ramène à ce souvenir-là, l'album de famille. Et après, ces 2 rencontres importantes pour moi. J'ai 11 ans, je suis dans un collège en Touraine et j'ai un prof de dessin qui a 20 ans, c'est son premier poste. Et en fait, il est photographe, mais pour gagner sa vie, il est prof de dessin. Et il nous passionne en photographie, il me prête son appareil photo. Et c'était une très très belle rencontre, il s'appelle Philippe Martinez. Voilà, il est photographe. Et puis aussi, j'ai rencontré un peu plus tôt, je sais pas, 8 ans, 9 ans, en Touraine, il y avait une dame qui venait et qui était photographe parisienne, qui venait en week-end et qui cherchait des modèles pour faire des photos pour ses journaux en illustration, genre le journal Nous Deux. Donc je posais à 8 ans, 9 ans, on rentrait des classes, on cueille des fleurs. Je me suis mariée 2 fois, j'ai fait 2 fois la couverture du journal Nous Deux. Et voilà, donc c'était drôle parce que moi ça me changeait un peu de peut-être mon ennui quotidien dans ce petit village, et j'allais regarder à la maison de la presse les parutions. Voilà, j'étais mannequin à 8 ans, mannequin à 9 ans. Et puis effectivement après je suis arrivée à Paris et donc je me souviens elle s'appelle Anne-Marie Berger, elle a 97 ans, elle est toujours vivante, elle travaille toujours, elle s'occupe d'une galerie à Paris qui vend des tableaux de Cocteau. C'est une femme incroyable. Et Anne-Marie, à un moment donné, je l'ai accompagnée à Paris. Voilà, j'étais chez elle une semaine. Et puis, elle m'emmène justement dans le groupe qui s'occupait de Nous Deux. Et elle montre ses diapositives. À l'époque, il n'y avait que des diapositives. Et j'ai vu des personnes regarder ces photos, dire je veux celle-ci, celle-là, choisir 3 photos sur les 40. Et je me suis dit, mais quel beau métier, choisisseur de photos. J'ai beaucoup travaillé pour la presse. Donc Libération, beaucoup, puis Géo, puis finalement la presse, toute la presse. Et c'est vrai qu'avec les années, peu à peu, je m'en suis un petit peu détachée. C'était mon vraiment grand parcours pendant longtemps. Et puis ça s'est arrêté et ça m'a laissé la place à faire autre chose, à m'occuper de plus en plus de ma photographie. J'allais dire personnelle, c'est pas le bon mot, mais de ce que j'ai envie de faire, d'exposer, de faire des livres. Voilà, d'être un peu en décalage avec cette photographie plus journalistique ou documentaire. Mais je pense que je n'ai jamais été tellement une photographe journalistique au final. Je pense que j'ai essayé de correspondre à ce que la presse me demandait, mais tout en faisant quelque chose, en gardant je savais pas du tout quelle photographie, je pouvais pas l'analyser, mais avoir une ligne qui n'a pas tant changé que ça au final.
Je pense par exemple à un exemple, quand j'ai proposé d'aller photographier un camp de vacances en ex-URSS, je photographiais déjà que des visages de jeunes gens et pas du tout le background, enfin pas du tout ce qu'il y a derrière, pas le paysage, pas. Et donc c'est ennuyeux ça pour publier. Mais c'est la fascination des visages et j'ai beaucoup de mal à photographier le hors-champ de ces visages. Donc finalement ça n'a pas beaucoup changé. Mes inspirations, je pense à quelques personnes comme ça qui me viennent en tête. En photographie, c'est clair que le premier choc pour moi, c'est Robert Frank, avec son livre Les Américains. Je suis à New York, j'ai 20 ans, je découvre ce livre avec mes photos de week-end à faire. C'est un choc immense, Robert Frank. Ouais. Les souvenirs comme ça que j'ai par rapport à la découverte de ce livre, c'est d'un coup, c'est plus une photo si bien construite, c'est plus un moment décisif. C'est comment je vais moi. Je crois que c'est à un moment donné, Robert Frank en a parlé de cette espèce de relation à la personne photographiée et en même temps à comment lui va. Et d'un seul coup, j'ai l'impression d'avoir tout compris à ce moment-là. Enfin, ou plutôt, ça s'est éclairé. Je me suis dit, mais oui, c'est ça que j'ai envie de faire comme ça, très modestement. Et puis ensuite, un peu plus tard, il y a eu aussi Saliman. Alors, il y a beaucoup de photographes, mais Saliman, c'était très important de rencontrer son travail. C'était le premier livre, et pas tant Immediate Family, plutôt le premier c'est At 12, premier livre qu'elle avait fait avec des adolescentes. Elle-même jeune maman, elle a photographié elle faisait des portraits à la chambre, elle travaille toujours à la chambre, des portraits de jeunes adolescentes. Et à 12 ans. 12 ans, qui est un âge, chez une jeune fille qui est incroyable, qui est un âge de passage entre la fin d'enfance et le début de femme, mais qui se superpose toutes les 2 secondes, quoi. Et avec des portraits très simples, je dirais, posés, on voit tout ce qui peut arriver dans la tête, qu'est-ce que c'est une adolescente. Donc oui, Saliman a été importante. Et puis, bien sûr, après, une autre personne qui compte et de plus en plus, c'est Tarkovsky. Alors c'est en film, en cinéma, et je pense particulièrement au film Le Miroir. Beaucoup de cinéma. En fait, je pense que peut-être aussi en analysant, j'ai l'impression d'avoir une photographie qui est pas si éloignée du cinéma ou une façon de travailler qui peut s'y rapprocher. Mais en tous les cas, pendant toutes les années où j'ai fait des photos en Russie ou en ex-Union soviétique, il y a eu des cinéastes qui ont été importants pour moi. Et par exemple, Boris Barnett, qui est un cinéaste muet. Un cinéaste muet, un cinéaste des années 30 qui a fait un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Au bord de la mer bleue, un film muet, c'est La vie dans un kolkhoz. Et puis juste après, il y a eu Andrei Konchalovsky, cinéaste assez connu, et qui avait fait un film aussi, alors là pas muet, dans un kolkhoz, et qui s'appelle Le bonheur d'Assia. Enfin, Assia, mais en français c'était Le bonheur d'Assia. C'était tellement beau ce film. Et aussi, alors un autre cinéaste, lui, qui a compté encore plus, c'est Akhtan Abdikalikov, qui a changé de nom maintenant, qui a repris son nom soviétique, Akhtan Arim Kubat, et qui est kirghize. Alors, il a fait une trilogie, Akhtan Abdikalikov, qui est un peu comme Satyajit Ray, comme Ozu, une trilogie sur l'enfance. Et dans les années, fin des années 90, il sort un film qui s'appelle Le fils adoptif. Et moi, je commence à m'intéresser à ces territoires. Et je vois ce film incroyable sur la vie d'un petit enfant en Kyrgyzstan. Et je me suis dit, mais vraiment, j'ai envie d'aller, entre autres, aller voir le Kyrgyzstan à travers les yeux de ce cinéaste. Et donc, ce que j'ai fait, quand je suis arrivée à Paris, je me suis précipitée, je vais faire mon livre Peuple de Sibérie. Et il m'a donné son adresse. Et quand j'ai pu aller en Asie centrale travailler, il m'a aidé. Lui ne faisait pas de film à ce moment-là, mais il m'a dit qu'il y avait un jeune cinéaste russo-kirghize qui était en train de tourner près du lac Issyk-Kul. Et grâce à ce contact, j'ai pu passer 1 mois dans une équipe de cinéma, sans bien sûr filmer le cinéma, mais en vivant avec eux et en filmant le Kyrgyzstan tel que j'avais envie, grâce à cette équipe de cinéma. Donc grâce à Abdikalikov. Voilà, ça c'est pour le cinéma. Il y en a d'autres encore, mais c'est vrai que le cinéma soviétique, qui m'intéressait. Et puis, alors, en littérature, je pensais juste à un livre, même s'il y a d'autres livres, mais c'est un livre que j'ai lu il y a peu de temps, qui est encore un livre russe, quelqu'un qui s'appelle Vassili Golovanov, et qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge des voyages insensés. Et là, il y a quelque chose que j'ai trouvé qui m'a vraiment intéressée. C'est-à-dire qu'en fait, ce journaliste russe rêve de partir, lui, dans une île déserte, donc dans le Grand Nord, le Grand Nord russe. Et donc, il va dans l'île polaire de je ne sais plus exactement, Kolgourev, je ne sais pas comment s'appelle cette île. Mais la façon dont il raconte dans son livre, c'est cette île devient quelque chose de mental. C'est plus un espace géographique, c'est quelque chose de... Il rencontre les gens, il les décrit, il fait des expéditions, je crois qu'il y retourne 2 fois. Mais comment il parle de cette île, de ce lieu qui devient quelque chose d'autre qu'un voyage, quoi. Enfin, tout sauf un voyage, quelque chose de réel et d'imaginaire, et qui m'a touchée beaucoup, quoi, qui est proche de ce que moi, comment j'aime travailler, je pense. Voilà.
J'ai envie de raconter un petit peu mon premier travail, ce que j'ai appelé personnel, qui a compté beaucoup pour moi. Très vite, en commençant à travailler la presse, j'ai très vite en fait commencé à vouloir faire un travail plus long, plus personnel pour moi, je dirais. Donc même si j'avais besoin, bien évidemment, de trouver les moyens pour le réaliser. Et très vite, j'appelle ça le premier grand voyage, c'est le fleuve Amour, quoi. Ça, c'est 1991. C'est un voyage, je sais pas dire initiatique, mais c'est le fleuve Amour. Et je me souviens du début, du pourquoi, enfin si on peut dire le pourquoi, parce qu'on me le demande des fois. Je me souviens très bien un jour d'avoir ouvert un atlas et d'avoir regardé la Russie et d'avoir vu tout au bout de la Russie, en Extrême-Orient russe, une grande ligne bleue très longue et il y avait marqué le mot amour un peu partout. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, ce mot français au bout du monde. Et pas n'importe quel monde. La Russie, c'était ancré déjà dans ma tête quelque part, parce que j'avais appris le russe à l'école. Voilà. Je pense que s'il y avait eu le coréen dans mon petit village, j'aurais pu parler le coréen. On me proposait une langue, je vais appeler ça exotique, je m'en suis emparée. Comme un peu une branche pour un peu échapper à mon village, peut-être, à ma vie dans mon village. Et donc j'ai appris le russe. J'étais incapable de faire trois mots, hein, et au moment où je suis devenue photographe, c'était pile au moment où l'Union soviétique commençait à ouvrir une petite porte. Donc j'ai ce souvenir, par exemple, qui me reste d'un livre qui se faisait, c'était à l'époque, ça a bien changé, hein, une espèce d'amitié qui naissait enfin une détente, on va dire, russo-américaine. Et donc il y avait un livre qui sortait qui s'appelait One Day in the Life of USSR. Et donc ce livre réunissait des photographes américains et des photographes russes pour photographier toute la Russie. Et donc les photographes américains ont été invités à photographier Leningrad, Moscou, et puis tous les confins, chez les Inuits, le fin fond. Alors là, interdit, c'était les Russes. Et donc ce livre, moi je me suis dit, mais voilà, moi aussi je voudrais aller, j'aurais bien aimé en faire partie, mais aller dans les endroits où justement, d'abord on m'invitait pas moi évidemment, mais où seuls les Russes pouvaient aller. Et fort de ces quelques mots d'alphabet que j'avais appris 3 ans, enfin voilà, quelques mots, et je me suis dit, c'est vers ce pays que j'avais déjà cette envie d'aller, de découvrir, sans doute lié un peu à l'interdit, enfin c'est une peu représentation, et donc ça pouvait être que le fin fond du monde, là où on ne pouvait pas aller. D'ailleurs mon père a dû me dire, si personne l'a fait, c'est que tu pourras pas le faire. Donc c'était la bonne raison pour un départ. Et c'était donc le premier départ, c'était le fleuve Amour en Extrême-Orient russe. Oui, je m'en souviens. Le premier moment où j'arrive, on traverse quand même la moitié de la planète, hein. On part de Paris, on arrive à Moscou. Moscou, on se fait 10 à 12 heures de vol pour arriver à Khabarovsk, qui est la grande ville d'Extrême-Orient russe. Et donc on est au-dessus de l'Inde, on est au-dessus de la Chine et tout, on arrive près du Japon. Et puis on arrive, et puis d'un seul coup, on trouve les mêmes immeubles affreux qu'il y a partout en Europe de l'Est et en Russie. Les bois de bouleaux infinis. Et puis ce fleuve, ça y est, je m'approche, et d'un seul coup, je vois cette eau toute sombre, marron. Et là, je me dis, ah bon, moi qui viens de la Loire, qui est finalement plus belle, je peux pas dire des mots comme ça maintenant, je peux pas dire. Mais franchement, c'était la déception un peu de ce fleuve, en me disant, avec ce nom, et voilà, et ces grandes eaux là, parce que en fait voilà, le fleuve Amour, ça veut dire les grandes eaux ou les eaux boueuses, hein, en langue native, on sait pas exactement, mais c'est tellement loin du mot amour. En fait, ça viendrait du mot gamour. Donc chez nous, c'est devenu très beau comme mot, mais c'est les grandes eaux. C'est un fleuve qui déborde. Il y a la Mousson, donc c'est un grand fleuve, un très très grand fleuve. On voit pas souvent l'autre rive tellement il y a des îles et tellement c'est immense. Un des plus grands fleuves du monde et des plus longs. Mais ouais, un peu de déception la première fois où j'arrive. Et puis très vite, je commence mes photos quand même, voilà. Et puis très vite, je vois des gens que j'imaginais pas. Je me disais, mais des gens habillés avec des robes, comme je pourrais imaginer un peu mandchou, chinoise, enfin, et puis asiatiques. Et je découvre qu'au milieu de tous ces peuples russes slaves, on va dire, voilà, d'un seul coup, on est très près de la Chine, hein, c'est frontalier avec la Chine, le fleuve Amour, hein, c'est un fleuve qui est entre les deux pays. Et d'un coup, je me dis, mais qui sont ces gens? On me parle de Nanaï, d'Oulch, tout ça. Je me dis, mais ah bon, c'est des natifs. Et là, c'est effectivement, c'est le choc aussi de me dire, mais je vais pas juste faire un travail sur ce qui était ma première envie, là, pourquoi j'étais venue, c'était de photographier ce fleuve sur 4000 km, d'aller de la naissance. Alors, la naissance du fleuve Amour naît de 2 fleuves, l'Argoun et la Chilka, qui eux-mêmes prennent leur naissance en Mongolie et qui finissent 4000 km plus loin, face au Japon,
embouchure dans un grand delta, et c'est face au Japon, 4000 kilomètres plus loin. Et donc, là, je découvre des peuples qui ont vécu là depuis, j'allais dire toujours, même si ça veut rien dire, mais depuis très très longtemps. Et là, je repense Edward Curtis, direct, aux Indiens d'Amérique, et à me dire, mais ok, il y a des natifs américains. Là, on sait que c'est très proche de la Russie. Et puis qu'est-ce qu'il y a en Russie sur les natifs ? Pas grand-chose, quoi. Alors voilà, je me suis dit, je vais être le petit Edward Curtis des peuples natifs russes, très modestement. Et pendant plusieurs années, j'ai fait que de travailler. Enfin, j'ai essayé de trouver de l'argent à Paris, de repartir en voyage. Je venais d'être maman en même temps, donc hop, un enfant sous le bras, une commande par-ci, 3 négatifs par-là, et je repartais à chaque fois dans différents coins de Russie, pas que de Sibérie, mais en gros, c'est pratiquement toute la Sibérie, pour essayer de passer un peu de temps dans différentes communautés de peuples natifs différents, pour voir un peu qui ils sont, les nommer. C'est quelque chose qui est proche et lointain. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais beaucoup de mal à faire des photos chez moi, et beaucoup de mal à faire des photos. Enfin, ça me viendrait même. Enfin, j'ai beaucoup de mal à aller faire des photos dans des pays que je ne connais peu, alors que c'est un peu exagéré de dire que la Russie serait pour moi un théâtre. Enfin, c'est autre chose que ça, mais c'est un territoire pour moi non exotique, où je peux creuser de plus en plus ce que j'ai envie de dire, quoi. Voilà, c'est pour ça que je retourne souvent dans ces territoires. Et maintenant que c'est un petit peu plus complexe, là, je reviens juste de Pologne, mais j'étais à 10 kilomètres des frontières lituaniennes et biélorusses. Enfin, j'ai besoin d'être le plus proche encore. Voilà. Donc, alors, l'Asie centrale, je pense que c'est lié. Si je pense à un petit souvenir, c'est pendant ces longs moments de train, qui durent parfois une semaine. Pas que le transsibérien, les trains sont longs en Russie. Et on voit beaucoup de films. Il y a des films russes incroyables qu'on ne voit jamais chez nous. Des films soviétiques, plutôt pas russes, mais soviétiques, des années 30, des films, des épopées en noir et blanc. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai dû en voir un en me disant, mais c'est incroyable ces territoires de Boukhara, tous ces territoires que je ne connais pas, où j'aimerais aller, sans parler de la route de la soie. Voilà, vraiment, c'était plus quelque chose qui est lié à encore une fois, peut-être à ce passé, des territoires en transition, voilà, un imaginaire peut-être lié au cinéma, effectivement, et d'où Abdikalikov, après que j'ai vu et que je crois que c'est un petit peu pour ça, l'Asie centrale. Et chaque fois, donc j'ai commencé à me dire dans quel pays je voudrais aller, et à chaque fois, c'est en lisant que j'avais toujours une rencontre avec quelqu'un. Donc pour le Kyrgyzstan, je me souviens très bien que c'est ce cinéaste, mais par exemple, pour le Kazakhstan, où j'avais envie d'aller, je suis allée sur la mer d'Aral, enfin ce qui restait de la mer d'Aral, et je me souviens très bien. Alors comment j'ai joint cette femme, je ne sais plus exactement, mais j'ai lu un jour qu'il y avait une institutrice qui était kazakh, qui venait de la mer d'Aral, de la ville d'Aralsk, et qui racontait le désastre écologique, et que elle, enfant, nageait devant sa ville, et que maintenant la mer ayant disparu, les enfants lui demandaient, mais non, il n'y a pas la mer dans notre pays. Alors j'ai joint cette femme au téléphone, il n'y avait pas de mail à l'époque. Et donc, je me souviens très bien qu'elle m'a dit, mais oui, je vous aiderai, venez, on va se rencontrer. Mais alors, essayez de m'aider à emmener des enfants voir la mer. Et moi, c'est tout à fait dans mes moyens. Et alors, quel bonheur de prendre un vieux petit autobus à Aralsk et d'emmener des lycéens qu'elle avait choisis, qui découvraient la mer à 100 km pour la première fois. Dans mes rencontres importantes, aussi, là, je me souviens, en Ouzbékistan, j'avais entendu parler d'une femme incroyable qui s'appelait Marinika Baba-Nazarova, et qui est une femme qui s'occupait d'un petit musée à Noukous, petite ville complètement improbable le long de la mer d'Aral, ville soviétique, polluée, désertée. Et en fait, elle a protégé, cette femme, la collection qu'avait réunie Igor Savitsky, un peintre russe qui, pendant les années de terreur, rapportait la peinture de Moscou dans ce désert où personne ne contrôlait grand-chose. Et Marinika, toute sa vie, a protégé ses peintures, a ouvert ce musée. Et donc, pour moi, c'est une femme absolument incroyable, voilà, Marinika Baba-Nazarova. Donc, je ne l'ai pas photographiée, mais pour moi, la mer d'Aral aussi, l'Ouzbékistan, c'était un peu à travers à la fois, c'est finalement, en y réfléchissant, en parlant comme ça avec vous, c'est une sorte de mémoire aussi, où elle a conservé toutes ces peintures d'avant-garde. Noukous, donc, elle a dans ce musée, qui existe toujours, vous pouvez y aller, c'est la deuxième collection la plus importante d'avant-garde au monde.
En fait, il y a 3 voyages. Le premier n'était même pas sur les natifs. Le premier, c'était vraiment géographique. Géographique. Cette idée, je crois que j'avais une garantie de géo. Donc, c'était de photographier le fleuve et les paysages et les gens le long du fleuve. Le premier, c'était en 1991. Le deuxième, en 97. Donc, le deuxième, c'est lié à cette recherche des natifs un peu dans des 4 coins de Sibérie. Et je suis retournée. Donc là, j'ai photographié en noir et blanc. C'est le deuxième voyage sur uniquement les natifs qui m'intéressait. C'est qui sont les peuples qui ont habité le long du fleuve Amour, qui était donc un extrait de tout ce travail sur les peuples de Sibérie. Donc le deuxième voyage sur le fleuve Amour, uniquement sur les natifs, j'allais dire et point. Et puis, beaucoup d'années après, donc pratiquement 30 ans après, j'ai eu cette envie de retourner. Je pensais à ces adolescentes que j'avais photographiées, métisses, à 3 jeunes filles qui habitaient dans un tout petit village qui s'appelle Nergen. Et je pensais parfois en me disant, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? Et donc je me suis dit, j'aimerais vraiment revenir les voir, voir la vie dans ces villages. Et donc le 3e voyage, je suis retournée uniquement dans les villages où je connaissais des gens, sans trop prévenir quiconque. De toute façon, 30 ans après, je ne sais même plus qui était là. Et j'ai juste eu un contact très vite par une assistante qui m'a aidée, avec Slava, qui était le premier voyage, c'était le seul jeune homme d'un village qui ne buvait pas une goutte d'alcool, qui était vraiment... j'avais un souvenir de lui en me disant qu'est-ce qui nous a aidés, qu'est-ce qu'il était... On pouvait manger chez lui, enfin c'était une jolie rencontre. Et puis quand je l'ai revu 30 ans après... lui-même, j'ai appris que dès qu'il voyait qu'il y a des Français qui faisaient une aventure en bicyclette le long du fleuve Amour, enfin, il demandait s'il me connaissait. Il y avait vraiment ce souvenir, cette mémoire. Et donc lui, je l'ai revu, il m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans ce 3e voyage. Et puis j'ai revu peu à peu des gens comme cette mère du village, Margarita, que j'avais un peu mis de côté. Et puis je vais dans le premier jour où j'arrive à Nergen. Je reviens donc 30 ans après à Nergen, dans le petit village, au mois d'avril 2018. Tout est enneigé. C'est au mois d'avril, c'est vraiment, il fait moins 40. Je vais dans la seule petite boutique de village où on peut acheter aussi bien des bottes pour pêcher que du pain. Et puis je vois une petite babouchka avec son foulard et tout de suite on se reconnaît, c'est Margarita qui avait été la mère du village, de 2 villages et qui avait tenu 2 villages à bout de bras tout en trayant les vaches et plantant des carottes, puisque enfin la fin de l'Union soviétique c'était ça aussi. Hein. On était mère du village mais il fallait manger. Et donc voilà, je revois des personnes comme ça. Et là c'est vrai que ce 3e voyage, je me suis donné la liberté j'allais dire d'aller voir là-bas si j'y suis, ou comme un miroir un peu, et retrouver les gens, et puis de me laisser aller à me dire, mais c'est pas une sorte de natif, de toute façon tous les Sibériens voilà, c'est un peu tous les gens qui m'intéressent toujours, hein. Ça c'est toujours les gens, mais c'est tous les gens que je vais rencontrer, de nouveau les enfants des jeunes gens que je connaissais, que j'ai eu envie d'approcher, et que j'ai retrouvé 30 ans après. Alors avec une écriture un peu différente sans doute aussi, une écriture photographique un petit peu différente, mais je crois que j'ai tout mélangé après dans mon livre, donc que j'ai appelé Amour, qui est un titre que j'aurais pas osé mettre toute seule. C'est vraiment ma maison d'édition qui m'a dit, c'est Cécile Poinbeuf-Coisumi, la directrice de la maison d'édition Chose Commune, qui m'a dit mais pourquoi pas Amour? Moi pendant des années je me disais Amour, le long du fleuve Amour, Amour quoi, Amour. Et ce mot pas possible, je me dis non je peux pas mettre ça, et puis finalement Amour, voilà, Amour, Amour fleuve, enfin Amour, point. C'est difficile d'arriver à savoir comment vraiment on travaille instinctivement, un peu. Alors, je pense qu'il y a 2 éléments, enfin comme ça qui me viennent en tête. C'est le premier élément, c'est d'avoir depuis longtemps assez mélangé la photographie qui se passe devant moi, quoi, les scènes que je vois, avec parfois l'envie, j'allais dire, de mettre en scène, mais c'est pas vraiment le bon mot non plus, mettre en scène, mais alors j'ai pas d'autres mots, mais de pouvoir ou faire en sorte que ce que moi j'imagine ou ce que j'ai envie arrive. Voilà, peut-être, c'est ça. Et puis avec le temps aussi, je vois qu'il y a des éléments qui sont des choses qui me touchent toujours et de plus en plus. Alors maintenant, ça devient presque de plus en plus évident. Par exemple, je pense tout de suite à deux choses qui m'importent. Par exemple, les miroirs et puis les cheveux longs des femmes et les nattes. Mais j'ai photographié les cheveux longs des jeunes filles depuis mes premières photos. Sauf qu'à force de photographier les cheveux longs des filles et des nattes et de m'intéresser au miroir, bon, ça devient, voilà, c'est peut-être pas dire une obsession, mais photographiquement, pas loin quand même. Alors,
les deux se mélangent sur des choses... mais c'est tout le monde comme ça. Par exemple, moi, je me rends compte que j'ai besoin de photographier très souvent dans la nature, que les forêts et l'eau. Et là, de plus en plus, je reviens de Pologne. Ça fait 5 ans que je travaille sur une période du temps quand le soleil est au plus haut. Et c'est toujours, faut que ça soit toujours dans des territoires très précis. Mais c'est toujours, il y a l'eau, l'histoire de l'eau aussi. Et ça, c'est, voilà, par exemple, l'eau, les nattes, l'eau, les miroirs. Voilà, 3 éléments. Et donc, je pense qu'après, on va sur les territoires. Enfin, en tout cas, moi, je vais là où je vais reconnaître ce que j'ai envie. Voilà, peut-être l'histoire de la reconnaissance de ce que j'ai envie de photographier. Je pense au projet Sacha, qui est donc un livre, enfin, j'ai finalisé en livre. Sacha, c'est autour de l'adolescence, ou plutôt. Sur ce projet-là, c'était la fin d'enfance autour de ma fille. Seul projet que j'ai fait en France. Bon, elle s'appelle Sacha. Je l'ai beaucoup photographiée dans les bois de bouleau en Sologne. Je essayé quand même de garder sans doute sans y penser, vraiment à ce moment-là, mais quelque chose qui n'était pas vraiment très différent de ce que je photographiais dans les ex-territoires soviétiques. C'était un travail un petit peu différent parce que, bon, je pense par exemple au premier travail que j'ai fait sur l'adolescence qui est Artek. Artek, la première fois, je vais donc en Crimée pour photographier le plus grand camp de vacances d'Union soviétique, donc fin d'Union soviétique. J'y vais en 1994 et je voulais voir un peu la vie de tous ces enfants en vacances. J'avais à l'époque une garantie du journal Libération, c'était un mensuel, qui ne l'a pas publié. Bon, voilà. Je suis revenue d'ailleurs assez déçue parce qu'ils n'ont pas publié. Et puis 2 ans après ce premier travail sur l'adolescence, la vie des enfants et des adolescents de 5000 enfants qui vivent dans cette colonie de vacances au bord de la mer, je faisais photographier leur quotidien, leur sieste, leur concours, leur apprentissage de toutes les danses. 2 ans après, par mon agence, l'agence Vue, on me propose de le publier dans un journal pour une histoire d'été, Marie-Claire. Et alors là, ça n'a plus arrêté. D'un seul coup, c'est un journal allemand. Tout le monde voulait Artek, alors qu'avant, personne n'en voulait. Donc, je retourne à chaque fois dans cette colonie de vacances, mais très peu de temps, comme à chaque fois, puisque quand on envoie un photographe ou un journaliste, il ne faut pas que ça dure longtemps, c'est trop cher. Donc, 3 jours, 2 jours. Bon, pour aller en Crimée, c'était pas si simple. Et à y retourner comme ça 2 fois, je regarde les adolescentes cette fois, et d'un seul coup, j'avais envie de revenir travailler pour moi. Voilà, c'est à ce moment-là où j'ai eu envie de revenir travailler autour de la vie de ces adolescentes, dans leur petit monde à elles. C'est pas un monde secret, j'aime pas ce mot de secret, mais dans leur qu'est-ce qui se passe dans leur tête et leur vie intérieure. Et ça m'a rappelé sans doute des moments à moi quand les adultes vous demandent toujours de faire quelque chose et que en fait c'est quand ils font rien qu'ils fabriquent leur vie d'adolescent, et en fait ils font pas rien. Donc j'ai l'impression de l'avoir déjà dit ça, mais je voyais une photo qui est pas la meilleure, mais je voyais 2 filles tête assises sur un sofa dans cette colonie de vacances, tête contre tête, et qui regardent le temps passer sans doute entre 2 activités obligatoires. Et en fait elles font toute leur histoire d'amitié, leur histoire amoureuse, leur histoire sociale, enfin tout leurs rêves et ces rencontres d'été dans une colonie de vacances. C'est génial, c'est-à-dire qu'on peut à ce moment-là précis d'un moment dans l'été, dans un territoire précis qu'est une colonie de vacances, résumer tout le passage de qu'est-ce que c'est l'adolescence. Donc c'est à ce moment-là où je suis retournée 2 étés pour m'intéresser plus à cette vie à cette vie intérieure d'adolescente. Après Artek, j'ai envie de continuer à travailler sur l'adolescence, et là je me suis intéressée au rite de passage. Je n'en ai pas fait de livre, donc pour moi c'est un petit peu mis de côté, c'est ce que j'appelle rite de passage, mais je trouve intéressant d'aller voir les reines d'un jour avec ce que sont comment les filles de 14, 15 ans, 16 ans sont fêtées. Par exemple, aux États-Unis, on va parler des Sweet 16, et dans le monde sud-américain, les quinceañeras. Donc, j'ai essayé de trouver des endroits dans le monde, on va dire, un peu occidental, où les jeunes filles sont fêtées un jour précis, qui était vraiment un passage, quoi. Donc, je suis allée à Cuba, je suis allée en Floride, je suis allée à Moscou encore, faire la fête, les balles des débutantes. Et puis, j'ai essayé de photographier aussi à ce moment-là. J'ai essayé de trouver une fête chez nous. Ma fille, évidemment, voulait pas faire de fête du tout. En France, on fait pas de fête de passage comme ça. Je suis allée en Finlande, mais j'aurais pu aller au festival des Vieilles Charrues, c'était pareil. J'ai essayé de trouver un festival où quand les adolescents sont ensemble quelques jours, il y a cette histoire de rite de passage loin des adultes et suffisamment long pour qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose comme ça du rite. Et donc, je suis allée en Finlande. Voilà, c'est un festival du Nord où vraiment les jeunes gens vivent des choses pendant 3 jours ensemble assez fortes, quoi. Et sur ce travail-là, je me souviens, ma fille avait 13 ans à l'époque, et c'est à ce moment-là où j'ai eu envie de
de stopper un peu ces voyages et ces recherches loin. Et je voulais faire quelque chose qui était plus proche de mon monde, de ma fille, sans doute de ce passage du temps. Alors c'est pareil, je l'avais pas analysé, mais je voulais que ce soit autour de ce moment de fin d'enfance de ma fille. Et là, c'était compliqué. D'un seul coup, ça me compliquait la vie parce que il n'y avait pas toutes ces façons de faire que j'ai de travailler loin. Je prends mon avion, je prends mon temps, et c'est d'un seul coup presque mon cinéma intérieur peut s'ouvrir. Là, non, on est dans le quotidien. Je suis maman. Le quotidien concret, c'est ma fille va à l'école, elle joue à la Game Boy, et moi je faisais à manger. Donc ça, c'est loin de mon monde photographique. Donc qu'est-ce que je pouvais faire pour parler de la fin d'enfance de ma fille? Et donc j'étais obligée de travailler autrement et de préparer mentalement soit des souvenirs à moi d'enfance ou d'adolescence et de les préparer. Et là, c'était un peu plus complexe à travailler pour plein de raisons, et notamment pour ma fille qui était mon modèle principal et qui n'était pas au courant. Et c'est pas évident pour son enfant d'être photographié par ses parents. Franchement, c'est pas évident, voilà. Mais c'était mon projet pendant plusieurs années. Et là, j'ai aussi mélangé à ce moment-là des photos de vacances ou de week-ends, parce que à ce moment-là, je pouvais la photographier, de moments qui se passaient initiés par elle et sa meilleure amie. D'ailleurs, en fait, au départ, c'était pas tant Sacha, c'était aussi lié comme Artec à l'espèce d'amitié amoureuse, si je peux trouver des mots pareils, pour parler de cette relation très forte à la préadolescence de filles entre elles, j'allais dire, parce que je pense qu'il n'y a pas que ma fille, mais c'est Sacha et sa meilleure amie Sarah. Et le fait qu'elle s'appelait tout le temps, qu'elle s'habillait pareil, qu'elle grandissait côte à côte, vraiment, moi j'appelle ça une amitié amoureuse, de cette relation-là. Donc c'était vraiment, quand j'emmenais beaucoup Sarah avec Sacha en week-end, en vacances, et donc c'était ça que j'avais envie de photographier, cette relation. Je pense à quelques images. Par exemple, Sacha, l'image de Falling Angels, par exemple, on voit une photographie où ma fille est dans la campagne et a de la farine sur elle. Enfin, en tous les cas, elle ressemble à un ange. Elle bouge le corps comme pour se débarrasser de toute cette carapace de poussière blanche. Voilà. Et en fait, c'est un jeu qui s'est organisé avec plusieurs amis de ma fille. Et donc, moi, j'ai photographié tout ce moment. Parce que je crois que c'est un peu comme ça que souvent que je travaille ou que j'ai travaillé, je ne sais pas si ça bouge un peu, mais où j'ai besoin que quelque chose soit peut-être un film qui se met en route. Et puis à ce moment-là, moi, je coupe ce qui m'intéresse dedans. Et là, il se trouve que dans le livre Sacha, j'ai gardé uniquement ce moment du Falling Angels, où elle se débarrasse de cette poussière blanche. Et j'ai essayé de refaire cette photo. J'étais incapable de la refaire plus tard ailleurs. C'est impossible. Je pense à une autre photo aussi de Sacha, c'est l'ange. Et donc c'est un week-end, ou plutôt des vacances scolaires, où Sacha et Sarah, je photographie les deux filles dans une petite chambre. Et puis d'un seul coup, la petite fille de peut-être 6 ans, 5 ans, Blanche, la fille d'un de mes amis, vient, elle est en vacances, elle a sa petite robe de princesse blanche, et comme tous les petits-enfants sont toujours dans une fiction, je ne sais pas comment dire ça autrement, et surtout ne s'intéressent qu'aux grands de filles, les petites filles aux grandes filles, nous on n'existe pas, elle décide de rentrer dans cette fiction, et Blanche s'allonge sur le lit, sur ma fille, se met sur le dos de ma fille. Et ne me regarde pas, enfin je n'existe pas. Et je dis à ce moment-là, Sacha, tu ne bouges pas. Et ce moment qui pour moi après, je pense représenter un peu la fin de l'enfance, c'est-à-dire l'enfance comme ça, la grande fille, la petite fille l'une sur l'autre, c'est pas quelque chose qui s'est mis en scène directement. Voilà, je crois, c'est pas souvent des mises en scène directes. C'est quelque chose qui se capte à partir de quelque chose que j'ai organisé parfois, en tout cas sur Sacha. Je pense à une autre photo, alors qui n'est pas dans Sacha, mais qui est dans le livre Amour, qui est dans le dernier voyage que j'ai fait avec cette grand-mère dont je vous ai parlé, l'ancienne mère du village, Margarita. Elle nous héberge en 1997 dans sa maison de mère de village. On est protégés, pas des ours, mais des hommes alcooliques qui étaient à peu près le plus grand danger de Russie pour des femmes. J'étais avec une assistante biélorusse qui m'avait dit non, on n'habite pas tout, on nous laisse une école, mais on n'habite pas là, c'est trop dangereux. On habite chez Margarita, on fait connaissance avec elle. Et puis, quand je la retrouve, donc, 30 ans après, je me suis dit, bon, je vais la voir, on va boire un thé, on va prendre un petit café, des gâteaux, bref, on va lui rendre visite. Et je vois cette dame avec son petit chat qui est à la retraite et qui a un chignon. Et donc, je lui fais une photo souvenir sans avoir du tout envie de la photographier, mais pour passer un moment avec elle et lui envoyer la photo. Et après, je retourne sur le fleuve Amour. J'ai fait 2 voyages en 2018. Et je me suis dit, retour à Paris, mais Margarita a des cheveux longs. Je vous parlais de mon obsession. A des cheveux même très, très longs, me semble-t-il. Et donc, j'avais
vraiment envie de demander à Margarita si elle acceptait de dénouer ses cheveux et de la photographier ainsi. Et donc elle a accepté, d'abord très timidement parce que les gens la connaissaient et qu'elle n'avait pas envie d'aller au bord du fleuve face à des pêcheurs. Mais très vite, elle a accepté. On a passé un moment délicieux et on n'arrivait même pas à arrêter. Elle était très contente. C'était comme une jeune fille. Voilà, c'était mon premier portrait de femme un peu plus âgée, qui est une histoire de passage aussi pour moi et qui est la même chose que les adolescentes. Exactement pareil, puisque de toute façon, Margarita est une adolescente. C'est un âge, vraiment, c'est un âge, c'est un point dans notre vie, qui est un point, mais hyper capital. C'est là où tout s'exprime. C'est là où tout s'exprime. Alors, je peux dire, les adolescents, ils sont d'une beauté incroyable, et leur immense fragilité et leur force, parce que c'est les deux, s'expriment. Donc, pour un photographe, c'est fort de regarder de cet âge-là. Mais je pense, au-delà de ça, que c'est un âge qu'on ne quitte pas. Alors, bon, ok, il faut peut-être aller en parler à un psychiatre, mais c'est un âge qu'on ne quitte pas. Est-ce que maintenant, moi qui m'intéresse de plus en plus à photographier des femmes plus âgées, et celles que je regarde, même si je ne les photographie pas, pour moi, c'est forcément toujours lié à l'adolescence. C'est-à-dire que ça peut être chez les hommes, pareil, mais il se trouve que je photographie plus les femmes. C'est qu'est-ce qui reste d'adolescente chez les gens, quoi. Qu'est-ce qui reste d'adolescence chez les gens ? Chez chacun, qu'est-ce qui reste d'adolescence? Qu'est-ce qui fait qu'on est fidèle à ses idéaux, fidèle à nos promesses, des choses comme ça? Ça, c'est vrai que c'est très important pour moi, vraiment. Russie, Nuit Blanche, Solstice ou d'autres titres à venir, parce que c'est un travail en cours qui n'est pas fini. C'est vrai que ça a commencé, le démarrage, si on peut dire, c'était d'ailleurs lié à Saint-Brieuc qui nous permettait d'avoir une bourse pour aller, pour le coup pas pour exposer, mais pour aller photographier un projet qu'on proposait. Et j'ai proposé Nuit Blanche à Saint-Pétersbourg, parce que je connaissais assez bien Saint-Pétersbourg et que j'y allais souvent en juin, au moment des Nuits Blanches. Donc c'est la ville qui ne dort pas et qui donc s'ennuie pendant quelques semaines. Et après, j'ai lu le livre de Dostoïevski sur les Nuits Blanches. Donc, c'est à la fois lié à l'amour, ou à l'amour toujours déçu, je dirais, et à ce moment-là. Donc, ça a dû être un moment où j'étais à Saint-Pétersbourg, photographier cette énergie, ce moment particulier, qu'on trouve pratiquement que dans le Nord, parce que voilà, il faut être un peu dans le Nord pour avoir ces lumières particulières et n'avoir pas de nuit pendant le mois de juin et début juillet. Et puis très vite aussi, j'ai eu envie de photographier une fête païenne. Voilà, c'est le païen et le solstice, le païen et le solstice, toujours ensemble. Et donc j'ai pu assister à une fête païenne, pour le coup, pas trop loin de Moscou, à 200 km, voilà, avec des néo-païens qui célèbrent ce solstice. Qu'est-ce que c'est célébrer un solstice? Alors ça, c'était le début. Et puis j'ai exposé, puis je l'ai mis dans un coin. Et quand je vous dis que maintenant je commence à visiter, depuis ça fait 6 ans que je ne fais que travailler à propos de ce solstice et de ces fêtes païennes. Donc j'ai acheté tous les livres sur les mythologies russes. Qu'est-ce que c'est la signification d'un boulot? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire? Quand est-ce que les sirènes ont le droit de sortir de l'eau? Voilà, 6 ans. Je pense que j'arrive à la fin. Et donc je suis allée dans différents endroits, encore en Russie, en Biélorussie, puis en Lituanie, plusieurs fois. Et puis là, je reviens de Pologne. Je pense que cette fois, j'ai un petit peu de tout. Je suis ce solstice aussi bien donc dans les pays on va dire slaves et les pays baltes. Voilà. Et en fait la fête du solstice s'appelle chez les Russes s'appelle Kupala, chez les Polonais s'appelle Noc Kupali, si je le dis à peu près bien. En fait c'est les mêmes racines. Donc c'est une fête qui est liée à l'eau, au feu et à l'eau, et c'est la célébration du plus long jour de l'année. En une phrase pour le moment, puisque je vous dis c'est en cours, je dirais c'est un peu l'histoire du jour le plus long de l'année, de la lumière qui inonde la terre et l'effet de cette lumière sur les êtres. Voilà, c'est ça. C'est un peu, et donc comme je photographie les femmes, que j'ai vu dans les fêtes païennes, comment des rites étaient faits auprès d'ailleurs des hommes d'un côté, mais aussi auprès des jeunes femmes, quelque chose d'initiatique complètement aussi de passage à ce moment-là du temps, très important. Voilà. Et je ne peux plus me passer du 21 juin à me dire je prépare, hein, c'est le seul moment où je veux aucun stage, je veux rien, je veux être libre le 21 juin, pour moi aussi regarder cette lumière et l'influence de cette lumière sur les êtres, et notamment sur les femmes. Voilà, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus.
Pour la commande publique de la BNF et du ministère de la Culture, si je voulais participer, là, j'étais bien obligée de trouver un sujet en France, qui était compliqué pour moi, puisque justement, voilà, c'est la France, c'est plus difficile pour moi d'y travailler. Et depuis un moment, c'est vrai que j'avais dans ma tête, qui est toujours dans ma tête d'ailleurs, l'idée de photographier des femmes qui ne sont plus des adolescentes, ou plutôt le reste de leur adolescence, mais dans un âge un petit peu plus âgé, troisième âge, je sais pas, senior, vieux. Et donc j'avais ça en tête depuis quelques années. Et donc avec cette commande, je me suis dit comment je peux approcher cette envie en France. Et parallèlement, j'avais pas envie de faire des portraits juste de troisième âge, enfin je sais pas quoi, de dames seules ou en couple. Et donc il y avait aussi cette idée de peut-être, alors je vais mettre le mot utopie, mais de vivre ensemble. Voilà. Comment quand on a un passage du temps un petit peu vers commence à devenir vieux. Hein, j'aime tellement pas ce mot senior. Et tous les gens que j'ai rencontrés, chouettes, ils m'ont dit mais non, senior, c'est pas possible ce mot. Donc qu'est-ce qui reste d'adolescence, voilà. Encore, ça doit être lié à ça. Ah, c'est vrai que c'est difficile encore d'en parler, d'arriver à l'analyser, mais d'un seul coup, comment des gens peuvent avoir envie, à un certain temps dans leur vie, d'avoir envie de décider et de ne pas subir et de vivre encore un rêve qu'ils peuvent avoir eu avant, c'est-à-dire d'être ensemble et d'être acteurs, voilà, de leur troisième mouvement de vie. Et donc j'ai un peu cherché ça. Donc j'ai été voir des résidences seniors, un peu privées, où des gens décident d'y aller pour plutôt pas être seuls. L'idée, c'est de pas de photographier de vieux seuls ou en couple, mais de cette tentative. Quelles sont les tentatives? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qui existe en France actuellement par rapport à ça? Donc c'était un titre que j'aime plus, qui s'appelle Senior cherche colocataire. Et je pense que c'est plutôt, je dirais, si je trouve un mot, mais il est pas beau, mais c'est renaissance. Il y a quelque chose de la renaissance là-dedans, de revivre, de ensemble. Voilà, ensemble, vieillir ensemble. Et donc j'ai trouvé plusieurs lieux, notamment ceux qui m'ont le plus intéressé. C'était un éco-village. Je voulais photographier un éco-village. On est trouvé en Ardèche, où c'est des retraités qui ont décidé de vivre ensemble, de faire des écologies, enfin des maisons super, qui récupèrent l'eau, qui font des toilettes sèches, qui m'ont appris plein de choses et qui décident de leur vie ensemble. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. D'aller les voir, c'est bien un endroit que je retournerai voir. Ça m'intéresse personnellement aussi. Et puis par une amie qui allait dans un camp, le plus grand camp naturiste d'Europe, hein, c'est Montalivet. Montalivet, c'est au-dessus de Bordeaux. J'ai appris que là-bas, il y avait des personnes qui habitaient à l'année, alors que c'est pas juste un grand camping, des gens qui vivent à l'année, alors soit dans un mobil-home, soit dans des bungalows. Et donc je me suis dit, mais alors comment on peut avoir envie aussi d'être ensemble? C'est une forme de communauté, et les deux, c'est un peu des utopies, des utopies. Comment on est bien ensemble, tout en étant seul, mais ensemble. Voilà, c'est ça que j'ai photographié pour la grande commande. Pour moi, le livre photographique est très important. C'est même, oui, c'est très très important. C'est le plus important. C'est-à-dire que quand je pense à un projet, je pense d'abord livre. Et donc, si mon projet n'est pas en livre, je ne le sens pas comme le rite de passage, je dirais presque qu'il n'existe plus. Il ne reste dans ma tête que les livres qui restent d'ailleurs toujours, contrairement à une exposition, même si l'exposition c'est très important et je m'intéresse de plus en plus à la mise en scène au mur, enfin la mise au mur, des choses comme ça, c'est très important aussi, c'est très différent. Mais c'est vrai que le livre, c'est pour moi absolument le plus important, les livres, voilà. Et donc avant même de faire mes propres livres, je fabriquais des carnets en unique, quoi, des carnets. La narration, c'est important, j'allais dire, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de photographes, il y a plusieurs sortes de fabrication de livres, mais pour moi, c'est un peu comme si on disait un mot avec un roman, enfin un livre. Je veux dire, une image toute seule peut être forte, bien évidemment, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est comment l'articulation, donc ce que j'appelle la séquence, mettre en séquence un récit photographique. Et donc les livres, je les décide vraiment seule, pratiquement toujours, c'est-à-dire je sais les images que je veux donner. Ça, c'est très important. Je travaille aussi donc avec pas mal de jeunes photographes et je leur dis attention, ça c'est important parce que on peut être très attiré parce qu'un éditeur vous dit mais donnez-moi toutes les images. Enfin voilà, faire quelque chose qu'après on va regretter. Un livre, ça reste. Donc il faut, je pense, avoir une idée assez précise de ce qu'on veut. Ça c'est vraiment important. Et moi, plus le temps passe et plus mieux mes livres sont. Comme dirait Beckett, rater encore, rater mieux. Mais enfin, voilà, chaque fois, c'est une recherche toujours d'un livre idéal. Et donc, oui, j'ai toujours un peu une idée en tête, mais
pratiquement systématiquement, surtout maintenant que je travaille avec des petites maisons d'édition, je tiens systématiquement à travailler avec un graphiste parce que je trouve ça très intéressant cette collaboration. Je ne suis pas graphiste. Et donc, comme pour la mise au mur, c'est quelque chose de... C'est comme un montage de film aussi. Donc, c'est difficile concernant mon propre travail. Je vais arriver à le faire beaucoup plus dans mon travail dans les stages que je donne. On est des fois très attachés à des photographies dont il faut se détacher. Voilà. Donc, moi, j'aime bien travailler avec un graphiste. Je dis ça, mais tout en me disant je ne donne pas trop de photos que je n'aime pas. Il se trouve que pour le dernier livre, c'était un petit peu différent. Le livre qui s'appelle donc Amour, que j'ai fait avec Chose Commune. Parce que j'avais aussi une idée, je savais un petit peu comment je voulais le faire, ce livre, mais c'était vraiment, alors là pour le coup, un parti pris graphique très 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 important. J'ai laissé faire, j'ai dit bon, ok, très bien, mais comme pour l'homme nouveau, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai adoré la façon dont on m'a présenté un livre, alors que je fais des photos largeur principalement, on présente un livre très hauteur, donc je me suis dit c'est comme un architecte qui a des... Et en fait, non, la photo manquante, la photo brillante, le portrait du jeune homme à venir était tellement important, mais ça c'est grâce à ma graphiste que j'ai trouvé que le livre a pu se faire comme ça. Moi je savais que je voulais telle chose, tel papier, mais c'est vraiment un échange à deux. Et pour le livre Amour, c'est vrai que le parti pris était très fort avec Bureau Kaiser, qui est donc le bureau graphique, enfin le graphiste. Et donc les photos que j'aimais beaucoup, parfois étaient en tout petit. Et j'ai laissé là pour ce travail où je voulais déjà 3 strates de temps. Hein, ça c'est moi qui voulais mélanger tout. Mais par contre, il y avait énormément de photos que je n'avais jamais tirées, que j'ai juste pris avec mon iPhone en tout petit sur un planche contact. Et évidemment, la maison Chose Commune, il y a des photos que Cécile a préférées, moi je n'aurais même pas osé tirer. Mais voilà, j'aurais pu dire non. Mais sauf que la façon... À partir du moment où je travaille avec une maison d'édition comme ça et avec des graphistes intéressants, je crois que c'est un ensemble. Donc, j'ai dit oui à tout. J'ai voulu un autre papier, voilà, des petites choses. Je voulais rajouter une image qui voulait... Enfin, c'était aussi encore une petite négociation. C'est même pas le mot négociation. C'est oui, tu tiens telle image, bien sûr, tout de suite, on change ça. C'était une belle sublime aventure. Voilà. Mais ça me plaît, cette idée aussi d'être désarçonné par quelqu'un dont j'ai confiance. Mais il faut vraiment avoir confiance. Hein. Donc... pas n'importe quelle maison d'édition, pas n'importe quel graphiste. Et après, on y va, mais ensemble. Moi, je travaille avec des gens très, très, très différents, des âges très différents, des niveaux très différents. Et en fait, je leur parle à tous de la même façon. Je leur dis une phrase qui marche à chaque fois. Je leur dis, mais vous avez tous envie de faire un jour une exposition ou tous envie de faire un livre. Il n'y a pas un en 20 ans qui m'a dit non. Donc, je leur dis, on commence à travailler. Et donc, je crois qu'il n'y a aucun conseil, en fait. Je sais pas. On pourrait dire, oui, sérieusement, je leur dirais, attendez, maintenant, c'est important, pensez à vos relations, faites une école, c'est très important. Des choses comme ça, je pourrais leur donner. Mais ça, j'ai envie de les balayer. En fait, la seule chose, j'ai envie de dire, enfin, on pense à cette question maintenant, c'est la seule chose, c'est regarder la lumière. Et en fait, c'est travailler, regarder la lumière, et puis suivre vos obsessions. Mais en fait, c'est même pas un conseil. Parce que les gens que j'ai rencontrés, toujours, je me suis dit, soit ils l'ont en eux, et donc on peut que les guider et les aider à avancer. Mais il faut avoir ça en soi.